Hello, Héloïse Lièvre, les gens heureux n'ont pas d'histoire, et c'est chez Lattès. Alors voilà ce que dit la quatrième de couverture. Quand la vie commence, la vie a déjà commencé. Ce livre est un calendrier de l'Avent, 40 textes, 40 photos avant les 40 ans. Héloïse Lièvre se réapproprie la vie qui passe. Elle tisse des fils le hasard, poursuit les coïncidences, tout ce qui fait sens. Elle dit surtout comment elle en devient une personne, nos rêves et nos ambitions orientés par ceux qui nous précèdent et par ceux que nous côtoyons. Les objets, les livres, les films, les chansons qui s'impriment en nous, les événements historiques et intimes qui se mêlent et deviennent une histoire. Ces photos et ces textes, empreints de poésie, forment un projet singulier et disent avec force toute l'épaisseur d'une vie. Héloïse Lièvre vit et enseigne à Paris. Elle est l'auteur d'un premier roman, La biche ne se montre pas aux chasseurs. Donc voilà un second roman, un deuxième roman d'Héloïse Lièvre, donc sous forme de journal. Donc elle a écrit toute l'année 2013, chaque fois sur une année. Donc il y a une photo, une petite photo de ses archives personnelles, la date à laquelle elle a écrit, et l'année en question, donc il y a un rapport avec la photo. Alors moi je me suis arrêté à l'année 1980 et je lirai aussi, si c'est pas trop long, l'année que j'ai marqué, l'année 88. Voilà, parce que dans l'année 88, il est question de piscine. Alors 8 décembre 2013, l'année 1980. Chez nous, Dieu n'avait pas le droit. Ce n'est pas, je m'en suis rendu compte qu'il n'existait pas, mais il n'était pas là. Au-dessus de nos têtes, le cocon à quatre, père, mère, sœur et sœur, dans le périmètre sacré de nos deux prés, celui des bêtes à côté de celui des hommes. Un micro-univers, sans lui, comme on parle de microclimat. Mais Dieu n'était pas loin. Les grands-parents d'un côté avaient fait des enfants tout pleins, ne s'arrêtant que par la force de l'âge. Et je savais que c'était parce que Dieu. La grand-mère de l'autre côté avait son bon Dieu plié dans son mouchoir au fond de la poche du tablier, qui sentait les quelques fleurs d'Aubigan et les bâtons de camphre. L'odeur double de Dieu, et elle le sortait à chaque occasion nécessaire dans un cortège de phrases, de gestes et de pieux personnages, comme ne pas être né un vendredi, gratter à la pointe du couteau le signe de croix sur le pain, mettre pour la Vierge une crêpe sur l'armoire à la chandeleur, ou prier pour retrouver un objet ou une pensée perdue, Saint Antoine de Padoue. Le gentil tonsuré que seul longtemps je reconnaissais à sa mule, ses poissons, ses fleurs de lys, ou à son cœur enflammé. Que Dieu n'ait pas le droit d'entrer dans les trois étrangetés qui me distinguaient des autres enfants à l'école. Les autres allaient au solfège et Dieu n'y était pour rien, bien que la musique fût souvent d'église, alors que chez nous, on écoutait Brassens, Lempi et Atahualpa Yupanqui. Les autres allaient chez le dentiste, ils se faisaient soigner les caries, qu'ils passaient le reste du temps à redouter, et de ce fait, voilà que Dieu entrait en scène. Il faisait cette chose invisible qu'il nommait du si bon nom de carême, qui avait seulement pour moi, associé au prénom jaune et bleu, molle et glissant, Maurice. Maurice Carême, la douceur sucrée de l'excellente récitation d'automne. Les autres allaient au catéchisme, qui significativement avait lieu au même endroit que le solfège, et dont le nom, cette fois, évoquait un évident syncrétisme entre dictée de notes et arrachage de dents. Moi, après l'école, après l'heure du goûter, l'heure des lunettes sablées, le plaisir du contraste entre le luisant élastique de la confiture de fraises et la matité poudreuse du sucre glace, après le trajet en voiture vers de plus en plus de campagne, je rentrais chez nous. La soirée, il n'était pas question de regarder la télé. Nos parents nous convièrent pourtant, ma sœur vraiment petite et moi, un soir de printemps, à y voir Dieu apparaître et recevoir un visage. Il était 20 h très précis, c'était capital. Nous étions assises dans nos chaises en osier miniature sans comprendre autre chose que l'inouï d'être là, devant l'exceptionnelle boîte à images, à goûter pour une fois la dilution douce d'un dimanche. Sur le dessus du poste trônait la photo d'école encadrée.
dans laquelle mon regard accusateur, sans raison, s'élance. Ce même poste, devant lequel, un mois tout juste après, je poserai, pour de bras bien placés, en danseuse bancale mais importante, signaux ébouriffés, gauche, et néanmoins d'une blancheur confondante. Les messieurs solennels comptèrent à rebours leurs secondes, par dizaines puis une à une. Les parents étaient immobiles, leur respiration ajournée, se tenant cocassement par la main, les doigts entrelacés comme pour faire une prière à deux. Et en fait, c'était bien à ce rituel secret qu'ils étaient en train de se livrer. C'est alors que le visage de Dieu s'afficha progressivement de haut en bas sur l'écran, par bandes régulières, persévérantes, sur fond de drapeaux bleu-blanc-rouge. Ce que nous ne pouvions que deviner, car notre télévision, c'était seulement 3 gris différents. Apparurent d'abord les contours en escalier de son crâne, presque entièrement chauve, puis son grand front hachuré, ses sourcils noirs, comme les limaces des jours mouillés sous les laitues de grand-mère. Ses joues toutes pixelisées, mais le mot n'existait pas encore, alors mosaïquées, sa bouche enfin si personnelle dont la matérialisation n'avait été nécessaire pour que le nom de Dieu fût prononcé. Le regard droit et bon, un regard horizon, ayant suffi à ce que le monde sache. Et à cet instant où le monde sut, nos parents surent aussi, et ils explosèrent. Ils entamèrent une danse de petits cris, ils commencèrent à sautiller sur place, ils se prirent et se serrèrent dans les bras. Ils se mirent à ne plus pouvoir s'arrêter de sourire. Et nous, toutes les deux, ma petite sœur et moi, dans leurs jambes, en bas, on entama aussi une danse, on sautilla, on fit la ronde dans leur ronde. La nôtre, diminutif de la leur, brinque-ballante, sous le pareil, on poussa des cris, on rit. Il y avait de la joie toute pure, un peu de folie, d'incrédulité, se pincer pour y croire, et une espèce de rage du vainqueur aussi. D'aise hargneuse, de revanche, qui se mua peu à peu en une euphorie plus tranquille, comme si beaucoup espéraient avaient rendu l'apparition possible. Une récompense en quelque sorte, celle de leurs efforts, qui dans les souvenirs qu'on entendrait bruisser un peu plus tard, sentinelles curieuses de leur dîner de vieux copains, auraient pour mot nostalgique 68, université occupée, barricades syndicalistes. Lutte finale, une fougue entre le muguet des travailleurs et la rose à plein poil. Voilà, vous aurez reconnu le brave tonton Mitterrand. Voilà, alors un autre passage de 88, donc toujours la photo où Héloïse Lièvre, hey, elle embrasse un garçon. Et c'est en 1988. Quand maman a vu cette photographie, peu de temps après qu'elle eut été prise, elle a dit qu'elle pensait qu'elle trouvait que je n'aurais pas dû, ne devrais pas, qu'il n'aurait pas fallu, ne fallait pas. Elle l'a dit tout doucement, avec précaution, avant que cela n'ait pas l'air d'un reproche. Car ça ne l'était pas, c'était juste un conseil, une leçon légère de ceux qui savent quelque chose d'impalpable à transmettre, dont la valeur est dans la transmission et qui n'aurait pas en soi de poids. J'ai compris son attention et je n'ai pas compris sa gêne. Je peux la comprendre aujourd'hui, lui trouver des raisons, mais elle n'est toujours pas mienne. Je ne lui donne pas raison. Je montre la photo du baiser et cela me fait tout aussi rien, sinon plaisir et nostalgie, qu'il y a 25 ans, comme n'importe quelle autre photographie personnelle. Je ne me sens pas exhibitionniste ni coupable. Je montre fier la belle photographie du baiser. Je crois avoir répondu à ma mère que je n'y étais pour rien. Et c'était vrai, j'étais sur la photographie, je n'avais donc pas pris la photographie. Quelqu'un, je sais parfaitement qui, avait emprunté mon appareil et m'avait prise dans cette posture trop vite, à mon insu, sans même que je m'en aperçoive. J'étais très occupé, tête ailleurs, bouche cousue, forcément par les lèvres du garçon. Impossible de protester, les yeux fermés. Qu'aurais-je dû faire? Arracher l'appareil des mains du voyeur? Détruire la pellicule? Détruire la photographie? J'aime cette photographie. Et imaginer les périls qu'elle a pu courir, je l'aime encore plus. Je ne suis pas pudique. J'aime cette manifestation de l'impudeur. Il n'y a là aucune obscénité. L'obscénité n'est pas du côté de l'intime, elle est du côté du pouvoir. C'est pourquoi la pornographie, telle que je la connais, contemporaine, est obscène. Mais un baiser de 14 ans, le baiser n'est pas un mime de la sexualité, à peine son deuil, son seuil. Voilà, son deuil, son seuil. Je crois même qu'il en protège.
à 14 ans, est ainsi photographié et révélé. Il m'a protégé. Voilà, très beau bouquin. Les gens heureux n'ont pas d'histoire, des Louise Lièvre, et c'est chez Lattès. Oh là, j'ai fait 10 minutes, c'est beaucoup trop long. Bisous.